Shalom, Erev Tov à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve avec le docteur Eliezer Charodotsky. Et tu veux nous signaler où se situe le miracle de 1948. C'est un titre un peu étrange, mais bon, on va voir où tu veux en venir. 1988, exactement. Vous m'entendez bien, ça va? De quelle année? Quelle année t'as dit? 1948. Ah oui, c'est ça, de Chabad. OK, vous m'entendez bien? Ron? OK. Bon, alors, on pourrait dire qu'on est un peu en retard. Ça aurait dû être un cours, une conférence donnée la veille du Yom HaAtzmaut. Mais je pense que comprendre où était le miracle, c'est pertinent tout le long de l'année. Et à plus forte raison lorsqu'on a l'impression d'avoir affaire à des défis auxquels on n'était plus confronté depuis des décennies, si ce n'est des générations. Et c'est pour ça que je voudrais parler du thème « Où situer le miracle ». On sait, on dit le Hallel, le Yom HaAtzmaut, on le dit le soir, on le dit le matin, la journée. Et on dit le Hallel, pourquoi? Parce qu'on a été délivré de manière miraculeuse des armées arabes. Et donc, naturellement, lorsqu'on nous pose la question, mais attendez, où se situait véritablement le miracle? Eh bien, on a une réponse toute prête, à savoir sur le champ de bataille. Quand il s'est déroulé, on a une réponse toute prête. Fin 47, début 48, mi-48, tout est là. Tout est clair. Mais cela dit, lorsqu'on regarde un peu dans les plans des stratèges, on voit que la guerre avait plusieurs objectifs. Pas seulement la victoire sur le champ de bataille. On va y revenir. On voit que avant d'intégrer le champ de bataille, eh bien, il y avait d'autres débats. Il y avait d'autres débats qui étaient préliminaires au sein de la Minelet Ha'am, Moetzet Ha'am, du Conseil national, de l'administration nationale. Et puis même avant qu'il y ait ces débats et ces atermoiements dans le Conseil national, eh bien, il y avait encore des choses qui précédaient, qui, lorsqu'on les regarde, eh bien, on voit qu'eux aussi font partie de ces péripéties qui ont abouti au jour d'indépendance et à notre réacquisition de notre souveraineté. Schématiquement, de manière très simple, on pourrait dire que, écoutez, qu'il y a eu énormément de miracles. Il y a eu tout d'abord un miracle démographique. On va y revenir. Il y a eu naturellement un miracle militaire sur le champ de bataille. Il y a eu un miracle diplomatique sur l'échiquier international. Voilà déjà 3 miracles. Mais l'essentiel n'est pas là. Je pense que les 2 miracles qui sont essentiels, eh bien, c'est un miracle historique, on va voir en quoi il consiste, et c'est un miracle psychologique. On va y arriver. Et pour parler de tout cela, eh bien, il y a pas mal de livres. Il y a le livre, par exemple, vous le connaissez sans doute, de Georges Bensoussan, Auschwitz, son héritage. Quel rapport en apparence avec l'indépendance? En apparence, peu de rapport. Il y a le livre, j'ai pas le livre ici, du Rav Tzvi Yehuda Kook, Les Netivot Israël, les voies d'Israël. Il y a le livre d'histoire de Benny Morris, 1948.
Et puis, il y a énormément d'articles, etc., et beaucoup de choses qui vont nous aider, on ne va pas seulement passer en revue les miracles, et on a peu de temps, Baruch Hashem, grâce à mon ordinateur et mes capacités d'informaticien, on a un peu moins de temps que prévu. Mais quand même, j'espère qu'on va passer en revue des choses très, très, très intéressantes et à commencer, regarde, je peux partager l'écran? Oui, je peux partager l'écran. Merci. Mais avant cela, je vais ouvrir quelque chose. Eh bien, on va parler des données démographiques. Pourquoi? Parce que naturellement, vaincre sur le champ de bataille, ce n'est pas encore toute l'affaire. Vaincre sur le champ de bataille, ce n'est pas encore remporter la victoire. Pourquoi? Parce que même si vous remportez la victoire, mais qu'ensuite vous êtes minoritaire dans votre État, il y a plus d'Arabes que de Juifs, alors essayez de faire quelque chose avec ça. Essayez de gouverner de cette manière. Et là, je vous donne, regarde, je vous donne quelques chiffres. Quelques chiffres qui vont nous aider à tout comprendre. Démographie, combien il y a d'Arabes, combien il y a de Juifs? Vous voyez, vous avez le tableau devant vous. Si vous voulez, je peux même l'augmenter un peu pour que vous le voyez mieux. Voilà. Vous avez en 1881 25 000 Juifs, on part d'Eretz Israël, et 450 000 Arabes. On peut apprendre énormément de choses de ce tableau. On ne va pas trop nous y attarder, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. En 1914, c'est-à-dire 30 ans, début de la Première Guerre mondiale, un peu plus de 30 ans après les deux grandes premières aliotes, on est 85 000 Juifs en Eretz Israël et 650 000 Arabes. C'est-à-dire, quelle est la population qui s'accroît le plus vite? Naturellement, c'est les Juifs. On a accru de plus de 3 fois, alors que les Arabes, à peine d'un tiers. En 1945, on est déjà 650 000 Juifs et 1 300 000 Arabes. C'est-à-dire, la population arabe a doublé et juive est multipliée par 8 environ. Entre parenthèses, on peut apprendre aussi de cela que les Arabes, eh bien, ils sont aussi venus en masse en Eretz Israël pendant le mandat britannique. Et quand on parle de la 3e, 4e, 5e Aliyah, eh bien, on peut aussi parler de l'émigration arabe. Des Arabes d'Égypte, des Arabes de Houran, du Liban, du Syrie, des Bédouins de Jordanie, etc., qui sont venus s'installer en Eretz Israël pour profiter des meilleures conditions du gouvernement, de la prospérité du gouvernement britannique, etc. Maintenant, autre chose encore plus intéressante, regardez la comparaison de 47 et 48. Des Juifs en 47, on est 30%, c'est très facile, vous regardez en plus, 650 000 Juifs et 1 300 000 Arabes, eh bien c'est 30% de Juifs. C'est 30% de Juifs sur 70% d'Arabes. En 88, après les premières grandes étapes et les grandes victoires d'Israël de Tzahal dans le courant de la guerre d'indépendance, eh bien, quels sont les rapports? 86% de Juifs contre 14% d'Arabes. Intéressant, n'est-ce pas? Ça, je tiens à le dire, c'est très important de le dire, et les historiens le disent, ceux qui n'ont pas peur de le dire, ceux qui sont pas, qui ont le courage d'enfreindre le politiquement correct, comme par exemple Benny Morris, eh bien, il dit effectivement, sans cela, l'État d'Israël n'aurait pas vu le jour. Il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas pleurer, au contraire, il faut se réjouir de cela et ce n'était pas assez.
l'historien non religieux, pas de droite, absolument pas de droite, mais qui a une vision historique, professeur Benny Morris, qui d'ailleurs au début de sa carrière faisait partie des nouveaux historiens antisionistes, eh bien, en 2000-2001, avec les premiers pogroms des Arabes d'Israël, eh bien, il a commencé à parler en nouveaux termes où, effectivement, l'État d'Israël, avec une trop grande proportion d'Arabes, ne peut pas continuer à exister comme un État juif, et pas seulement comme un État juif, et ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que ce n'est pas seulement le problème d'un gouvernement, comme on le dit aujourd'hui, gouvernement juif ou gouvernement démocratique, etc., etc. État juif, État démocratique. Non, c'est plus que cela. C'est plus que cela. Ce n'est pas seulement une question de régime, ce n'est pas seulement une question de démocratie, de nature et du caractère identitaire de l'État, c'est bien plus que cela. Il s'agit d'une question existentielle. Existentielle, pourquoi? Eh bien, juste quelques chiffres. Quelques chiffres. Le premier sondage réalisé en Eretz Israël a été réalisé en 1941 parmi la population arabe. De qui vous vous sentez, qui vous soutenez dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale? Les Alliés ou les nazis? 88% des Arabes d'Eretz Israël disent qu'ils soutiennent les nazis. 88%, un sondage réalisé en 1941. En 1946, le haut-commissaire britannique etc., et le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique, parlent en ces termes. Je cite, la haine des Arabes par rapport vis-à-vis des Juifs est plus grande que la haine des nazis. 1946, Eretz Israël, Foreign Office britannique. Ils ne sont pas les plus grands amis des Juifs, les Britanniques, et pourtant c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Donc pourquoi est-ce que je cite ces deux sources? Pour dire que la présence arabe en Eretz Israël, c'est un danger pour la vie, pas seulement du futur, de l'embryon de l'État juif, mais des Juifs tout court. Des Juifs tout court. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde dans les discussions du Conseil national et du leadership juif en Eretz Israël, la guerre d'indépendance a deux buts. Premier but, remporter la victoire. Deuxième but, garantir une majorité sûre juive dans Eretz Israël. Dans Eretz Israël. Et là, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on doit considérer, je m'excuse, je m'attarde un peu sur cette chose-là, je vois que vous avez des questions. Arrête. Je m'arrête pour voir les questions. Problème de son, problème de son. Il y a un problème de son? Non? Pas de problème de son? Alors on continue. Yofi. Maintenant, vous pourrez dire, ah, mais si c'est comme ça, c'est les sionistes qui ont mis à la porte les Arabes. Pour répondre à cette question, le son fluctue. Bon, écoutez, si ça fluctue, je vais essayer de me reconnecter sur mon téléphone en espérant que cette fois, il ne va pas faire de problème. Il ne va pas me faire de problème. C'est ça? Non, non, ce n'est pas un problème de micro. Et le micro, tout va bien. Vous êtes avec moi? Très bien. Très bien. Là, ça va aller mieux. Je me suis reconnecté sur mon téléphone. C'est celui qui m'a fait des problèmes avant. Bon. Et
Et donc là, juste pour faire un bref historique, sur les départs, le départ des Arabes de Eretz Israël en 47-48. Les premiers à partir, il faut le savoir, très souvent on entend parler, ah, c'est à cause des Juifs, de dire Yassine, etc., etc. Peut-être, mais avant cela, il faut considérer les choses suivantes. La chose suivante, c'est que le lendemain du début de la guerre, alors que cette guerre n'est menée qu'à l'intérieur par ce qu'on appelle l'armée de salut de Fawzi el-Kawji et par 400 milices arabes, des milices locales avec chaque village, chaque localité qui a sa milice, eh bien, les premiers à partir, ce sont les notables. Ce sont les Arabes aisés, riches, qui quittent Eretz Israël. Ça commence d'abord les Arabes de Jérusalem, mais ensuite ça s'étend, les Arabes de Yafo, de Haïfa, etc., etc., qui quittent, qui vont s'établir au Liban, en Syrie, en Égypte, etc. Les Arabes de la zone côtière, ensuite, ceux qui quittent, là où il y a une majorité juive, une présence juive très forte, très prégnante, alors la zone côtière est Israël. Et là, on parle déjà de 75 à 100 000 Arabes à quitter Israël. De décembre à mars 1948. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas seulement une affaire de quantité, mais avant tout une affaire de qualité. Pourquoi? Parce que les Arabes d'Eretz Israël, ils restent sans leadership. Ils restent sans notable, sans leader. Parallèlement, des Arabes lancent des appels au fait que libérer le terrain, enfants et civils, libérer le terrain, nos armées vont venir conquérir, libérer la terre, en vider les Juifs, et vous pourrez tranquillement y revenir. Ça, c'est une chose aussi qu'il faut prendre en considération. Troisième chose, il y a des combats qui sont menés entre Juifs et Arabes. Un combat qui est célèbre, qu'on a déjà cité, avril 1948, c'est le combat de Dir Yassin. Dir Yassin, pour ceux qui ne savent pas, c'est à 2 pas de Givat Shaoul. À 2 pas de Givat Shaoul, c'est un village d'où sont pilonnés les quartiers et les convois juifs alimentant. C'est le Etzel et le Lechi. Bon, il y a toute une histoire dessus. Il y avait aussi des gens de la Ghana qui mènent le combat, un combat très difficile où, malgré ce qu'en disent les Arabes, ce n'est pas plus de 120 Arabes qui ont trouvé la mort. Mais ensuite, c'est présenté dans la presse arabe et dans le monde arabe comme un carnage, comme un énorme pogrom perpétré contre la population arabe. Et dans toute la presse, dans toutes les radios, les Arabes ne cessent comment dire, de surenchère, de faire des surenchères sur les cruautés, etc., etc., etc. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour inciter les armées arabes à entrer en guerre. Mais le résultat immédiat de cette propagande, eh bien, c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'entrée en guerre des armées arabes. Entre parenthèses, c'est ce qui fait entrer en guerre les Jordaniens. Quand Golda Meir va voir à Amman le roi Abdallah, il lui demandait, mais pourquoi on avait convenu entre nous que quand les combats seront déclenchés, eh bien, tu resteras de côté. Pourquoi est-ce que maintenant, tu dis que tu vas nous envahir? Et la réponse d'Abdallah, il dit que, je m'excuse, Golda, les choses ont changé.
les choses ont changé. Je suis forcé de vous envahir à cause de Dir Yassin. À cause de ce qui passait à Dir Yassin et toute la propagande. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, je serai présenté comme un traître et je vais être immédiatement assassiné par ma foule. Je ferme la parenthèse. Avant que bien que la propagande arabe ait joué dans ce sens, mais elle a avant tout eu des répercussions quant aux Arabes de l'intérieur. Des centaines de milliers d'Arabes ont commencé à prendre la route et à fuir le pays. À cela s'est ajouté ensuite la défaite à Tibériade, une ville majoritairement arabe, a vu la fuite de toute sa population arabe. Idem, à quelques jours de l'indépendance, à Tzfat. Idem à Haïfa, qui est le coup le plus lourd porté à la présence arabe, avec ces populations et des centaines de milliers qui commencent à fuir. Opération Matate. Opération, comment dire Matate? Non. Nom de code Matate. Balai. Opération Balai. Opération Balai où les unités de Haganah, du Palmar, ensuite de Tzahal, eh bien, ils sont libres, ils ne reçoivent pas l'instruction, mais ils doivent, vu que dans tous les villages où ils entrent, généralement, c'est des villages qui ont été déjà quittés par la population arabe, eh bien, ils ont ils dynamitent le village, etc., pour que les Arabes n'aient pas où revenir. Et c'est ainsi que les zones de Yokneam, de Tzfat, etc., d'autres territoires, eh bien, sont libérés de leur population, pour permettre la majorité. Ça, c'est première chose. Ça, c'est première chose, et ça, c'est un premier miracle. Sans cela, l'État d'Israël en tant qu'État juif n'aurait pas vu le jour. La même chose se passe à Yafo et dans les alentours. La même chose se passe dans plusieurs quartiers, dans plusieurs régions à Jérusalem, etc., en Galilée et ailleurs. Eh bien, c'est un miracle militaire. C'est un miracle militaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pense à la guerre, eh bien, il y a la Haganah qui compte 35 000 combattants. Il y a le Hetzel qui en compte environ de 2 à 3 000. Il y a le Lechi qui compte entre 300 il y a le Palmar qui compte 6 000. C'est-à-dire on a moins de 45 000 combattants. Ensuite, après mai 48, eh bien, arrivent les Mitnadvei Chutz La'aretz, les gens du Machal, c'est-à-dire les Juifs et les Goïms pro-juifs et pro-sionistes qui arrivent pour nous soutenir. Encore 4 000. C'est-à-dire, on a une armée de moins de 50 000 personnes. Maintenant, moins de 50 000 personnes, là, ce n'est pas encore l'essentiel. OK, c'est vrai, c'est jamais bon de tourner la tête à gauche. Maintenant, je ne tourne qu'à droite. Je vous aime. Après, quand on verra, on me demanderait, Eliezer, dis-moi, c'était très intéressant, mais quelle question on t'a posée? Alors, je pourrais lire. Il faut parler avant le micro, devant le micro. Il ne faut pas tourner la tête. Qui fait sauter les maisons arabes? Ah, oh, quand même une question. Il y a fait... On entend mal. Beaucoup d'humour, Ezekiel. Qui fait sauter les maisons arabes? Les gens de la Haganah, du Palmar, du Hetzel,
du Lehi. Et maintenant, je vais vous étonner. Des gens de l'armée du salut, ceux qui sont en train de piller, et je m'excuse de le dire, de violer les femmes arabes à Yafo, après le départ des grandes masses, eh bien, c'est les gens de l'armée du salut, de Fawzi el-Kaouji. Et ça, il faut le savoir. Eux aussi, c'est-à-dire armée de libération, mais avant tout, armée d'abus, D''ABUS, armée d'exploitation. Ça, c'est... Ouais, on n'aura pas le temps de terminer aujourd'hui. Himalaya. Ouf. Il y a tellement de choses à dire. Je peux parler énormément de trucs. Enfin bon, on va en faire deux. On va en faire deux. Bessed, vous me pardonnez? Alors, j'ai le temps. Alors, vous savez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple actuel. Euh, euh, actuel, tout en réponse, qui fait sauter les maisons arabes. C'est quelque chose qui est très, très, très difficilement appréhensible par nous. Mais c'est quelque chose qui est très caractéristique, de la manière de combattre qui est propre au peuple juif, qui, même s'il doit faire sauter des maisons vides d'une population ennemie qui le menace de mort et qui était là, prête à se porter à son anéantissement, eh bien, pour lui, c'est une affaire de conscience. C'est une affaire dont il parle à demi-mot. Vous comprenez? C'est quelque chose de très difficile, même si on comprend très bien que c'est une mitzvah de la Torah, du moment qu'il s'agit des Shiva Meknan, etc., etc., et que c'est une mitzvah une véritable mitzvah pour pouvoir établir un État juif. Et même avec cela, on sent un disconfort, on se sent mal à l'aise. Eh bien, je voudrais dire qu'à ce niveau, on est très particulier. Et donner comme exemple quelque chose que j'ai entendu d'un ami très proche qui vient de venir de faire son aliyah d'Ukraine avec sa famille et ses 5 enfants, et qui est le directeur d'une des grandes communautés juives de Kiev, avec qui on travaille, avec lui déjà une vingtaine d'années. Et il me raconte la chose suivante. Une chose très intéressante que vous n'allez pas entendre dans la presse et nulle part ailleurs. Croyez-moi, c'est trop loin de ce qu'on appelle le politiquement correct. Vous savez, il y a beaucoup de Juifs qui se sont portés volontaires et même des dizaines d'Israéliens qui se sont portés volontaires dans l'armée ukrainienne pour combattre l'invasion russe. Et on a pensé où les intégrer parce que c'est quand même des très bons soldats. Ils ont de l'expérience, ils ont été à la guerre, etc., etc. Alors, on les a intégrés dans les unités ukrainiennes, mais très vite, ça a commencé, ils ont dit non, non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher? Vous allez dire pour des raisons d'antisémitisme. Non, aucun antisémitisme. Au contraire, les Ukrainiens étaient très fiers et très friands d'être supportés par ces Israéliens qui avaient de l'expérience, qui avaient du courage, qui avaient de l'idéalisme, etc., etc. Mais où est-ce que ça a commencé à battre de l'aile? Où est-ce que ça a commencé à ne pas marcher? Eh bien, quand les Israéliens, les Juifs ont vu que les soldats ukrainiens, ils commençaient à prendre du butin où? Chez leurs frères, dans les maisons et les habitations de leurs frères. Les Ukrainiens par millions ont quitté, etc., ont laissé leurs voitures, leurs meubles, télévisions, etc., etc. Alors venaient les soldats ukrainiens et prenaient le butin de ceux qu'ils venaient défendre. Alors les Israéliens, ils ont dit non, ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne peut pas se permettre une chose pareille. On dit mais non, à la guerre comme à la guerre, etc., etc. Non, non, non. Vous comprenez?
C'est-à-dire, c'est un caractère notre. Pourquoi je le dis? Parce que quand je parle de la nécessité de mettre à la porte une population hostile, eh bien, malgré tout cela, on sent, et à plus forte raison, 74 ans plus tard, on sent un malaise. On sent des remords, des remous de conscience, etc., etc. Bien, j'ai amené cet exemple. Non, non, Eliezer, tu tournes la tête à gauche, on n'a pas entendu. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a ce malaise? À ton avis, quelle est la source de ce malaise? La source de ce malaise, c'est qu'on se sent. Le Rav Tzvi Yehuda, il dit une chose très simple. Le nationalisme juif est un universalisme. Les mouvements nationaux, par nature, sont des mouvements d'égoïsme collectif. Mes intérêts nationaux priment sur tous les autres. Et lorsque la raison d'État, de mon État le dicte, eh bien, c'est du tout permis. Avec le peuple juif, sa vocation est d'être une bénédiction pour tous les peuples. Et c'est pour ça que son nationalisme a des égards, a une portée de salutaire pour tous les autres peuples. Et lorsqu'on voit qu'il y a inconsistance, qu'il y a des groupes sociaux qui sont endommagés par notre retour, eh bien, on se sent mal à l'aise. On se sent mal à l'aise parce que l'amour de l'humanité entière est propre à notre nature, est très propre à notre nature. Même si des membres de cette humanité étaient d'une hostilité extrême. Vous dites, c'est la morale juive qui dépasse de loin la morale ordinaire de la guerre. Absolument. Ce n'est pas seulement les lois de la guerre, ce n'est pas seulement les conventions de Genève. C'est que la guerre ne nous permet pas de mettre de côté la morale. La guerre aussi doit être menée de manière morale. Et c'est pour ça que c'est très essentiel. C'est très essentiel et effectivement, des ordres n'ont pas été donnés de mettre à la porte des Arabes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ordre écrit, d'ordre oraux, etc. Il dit ne pas les laisser revenir. C'est pour ça que la majorité des Arabes, eh bien, ils sont partis de leur propre chef. Ils sont partis sur l'appel de leurs ailes et sur l'exacerbation et la peur qu'ils se sont fait eux-mêmes en exagérant ce qui s'est passé à Dir Yassin, à Haïfa, à Tibériade, à Jaffa, à Tzfat, etc., et ailleurs, et à Jérusalem. Et c'est pour ça que le départ était sur le propre chef. Nous, l'essentiel de ce qu'on a fait, à l'exception de cas comme Ramleh, Lod et d'autres cas, à l'exception, on ne les a pas laissés revenir. Bien que des cas, on les a appelés à revenir, comme Haïfa, par exemple. Comme Haïfa, où on a tout fait pour les faire rentrer à la maison. C'était un acte suicidaire où la bonté juive
eh bien, elle était complètement inappropriée. Voir le livre extraordinaire de Michael Bar-Tzvi sur l'éloge de la guerre après la Shoah. Toda, Manian, je ne le connais pas. Merci, mais je vais le voir. Bezrat Hashem. Maintenant, je passe au deuxième miracle. Le deuxième miracle, effectivement, il était militaire. On était, comme je l'ai dit, moins de 50 000 juifs et qui faisaient face à 165 000 soldats des armées arabes. Maintenant, ça, il faut le savoir, c'est le potentiel. C'est le potentiel. Et chose intéressante qu'il faut dire, c'est que sur ces 160 000 soldats, combien ont fait invasion en Eretz Israël? Eh bien, c'est à peine un huitième. C'est 20 000 soldats. Donc, lorsqu'on regarde objectivement, on n'est pas forcé de parler de miracle. 20 000 soldats contre 40 000 chez nous, on a l'avantage. Alors, on pourrait dire oui, mais ils avaient des canons, ils avaient des chars, ils avaient des blindés, ils avaient des avions et nous, on n'avait rien de tout ça. On n'avait rien de tout ça, mais on était une armée organisée. Et si vous entendez les armées arabes et les dirigeants arabes, eh bien, ils disent, mais on n'est pas prêt à la guerre. Nos armées sont désorganisées. Nos armées ne sont pas… Il n'y a pas de coordination entre nos armées. Alors, pourquoi vous allez en guerre? Parce qu'on ne peut pas faire autrement à cause de Dir Yassin, à cause du mythe de la grandeur arabe et de la petitesse juive, du dédain porté aux juifs, qui nous force à aller en guerre, même si on n'est pas prêt. Personne chez nous n'est prêt à entendre que nous ne sommes pas prêts à aller en guerre. C'est pour ça qu'ils sont allés en guerre. Et même la Jordanie, l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak et d'autres unités. Il y a le Yémen qui a envoyé quelques unités, l'Algérie, comme on appelle l'Arabie Saoudite. Chacun a envoyé quelque chose de symbolique. Mais pour finir, tous ont été arrêtés. Alors, on peut parler de miracles. On peut parler de miracles des Égyptiens qui ont été arrêtés sur le Gesher Ad Halom, le pont jusque-là, à Ashdod. C'est le point le plus au sud, oui, le point le plus au nord qu'ils ont pu atteindre, ou qu'ils aient été arrêtés à Ramat Rachel, après l'avoir conquise et en avoir été rejetés. Ramat Rachel, c'est quand même à 2 pas de Jérusalem. Bon, on peut parler de miracles. On peut parler de miracles avec les chars syriens qui ont été arrêtés à Dgania. On peut parler de miracles avec qui ont été arrêtés à Saint-Simon, Katamon, Jérusalem, et qui ont été combattus à Gush Etzion, ce qui ne leur a pas permis de venir secouer leurs soldats au secours de le soldat à Saint-Simon. Et c'est ainsi qu'ils ont perdu la ville occidentale de Jérusalem et qu'on a sauvegardé notre capitale. On peut parler de miracle. Et ce miracle est encore plus fort lorsqu'on entend Yigal Yadin la veille de la déclaration d'indépendance, qui dit quoi? Qui dit que nos chances de victoire, eh bien, elles sont faibles. Dans le meilleur des cas, c'est des chances partagées 50-50. Mais lorsqu'on prend en considération l'armement ou le manque d'armement en Israël, etc., eh bien, les chances sont du côté arabe. Lorsqu'on prend en considération tous les convois qui ont été arrêtés, détruits, anéantis par les Arabes au mois de mars 1948, le convoi de Yechiam au nord d'Israël, le convoi de Nebi Samuel
qui allait vers Gush Etzion, le convoi, l'essentiel de Jérusalem, avec 130, 140 camions qui devaient approvisionner Jérusalem, qui a été arrêté, juste quelques dizaines de camions ont pu percer. Tous ces convois sont arrêtés. C'est un massacre sur les routes. Et lorsqu'on entend ensuite le haut-commissaire britannique qui parle de l'état désespéré des Juifs, eh bien qu'on peut comprendre au niveau de l'état d'esprit, au niveau, comment dire, au niveau subjectif, psychologique, eh bien, on était loin d'être persuadé de notre victoire. Ajoutez à cela la radio arabe, ajoutez à cela le départ des Britanniques et le parti pris qu'ils prennent pour les Arabes. Ajoutez à cela un monde qui, post-Shoah, post-Seconde Guerre mondiale, qui est ravagé par des pogroms. Je parle d'après la Seconde Guerre mondiale. Des pogroms en Ukraine, en Pologne, en Hongrie, des pogroms dans le monde arabe. Le 2 novembre 1945, tout le monde arabe, que ce soit en Libye, que ce soit en Yémen, que ce soit en Égypte, est balayé par des pogroms, avec un monde qui se tait. Eh bien, on peut comprendre que faire face seul face à 3 armées arabes et plus, que ça nous fasse peur, que ça nous terrorise. Merci Raphaël pour vos paroles. Et donc là, on peut dire vous savez, les nouveaux historiens, ils disent, ils rapportent les chiffres et ils disent, Khabarim, quel miracle! Il y avait 20 000 Arabes qui ne savaient pas combattre contre 45 000 soldats juifs hyper motivés, dont 26 000 ont servi dans l'armée britannique, qui avait une expérience qui était éprouvée au combat, avec des pilotes d'avions qui sont arrivés avec leurs avions après mai 48, etc., etc. Oui, c'est très bien, tout est vrai, mais il faut comprendre dans quel état on était, dans quel état d'esprit on était. Maintenant, je m'arrête là, parce que l'essentiel, je voulais en parler, je m'excuse véritablement pour les problèmes de connexion du début de notre conférence. Je vais faire nous à mon téléphone, mais l'essentiel, j'aurais voulu en parler plus tard en me basant, a dit le Rav Tzvi Yehuda et Georges Ben Soussan, qui dit des choses très très fortes, qui disent des choses très très fortes et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur là où se trouvait le véritable miracle de cette guerre. De cette guerre qui est un miracle historique. Je ne parle pas du miracle diplomatique du vote aux Nations Unies, on va en parler un peu. Mais je parle du miracle historique et psychologique. La prochaine fois, Bezrat Hashem, on va en parler. Là, je voudrais laisser la place à quelques questions. Merci Eliezer. Bon, déjà, tu me rassures, il n'y a pas qu'un miracle, il y a une chaîne de miracles, comme tu l'as dit, dans plusieurs registres. Premier point. Deuxième point, je suis allé visiter Sharagai, Khan Sharagai. Pour ceux qui veulent, ils ont refait un musée magnifique qui parle justement de Sheyarot, Nebe Daniel, Nebe Moussa, Sheyarot Teriam. Je ne sais pas si tu es allé. Depuis 1 an et demi, ils ont ouvert. Donc, je conseille à tous ceux qui veulent connaître. Ça manquait en fait. Il n'y avait pas vraiment de musée qui parlait de ça. Et ils l'ont fait d'une façon magnifique. J'étais là-bas hier, donc ça rejoint ce que tu disais. Moi, j'avais une question. Tu disais que les armées n'étaient pas du tout organisées. Mais quand même, la Jordanie, si je me rappelle bien, elle a été entraînée par les Anglais quand même. Donc, ça veut dire quoi qu'ils ne sont pas organisés? Ça paraît un petit peu bizarre, je ne sais pas. Johan Todaraba, la seule armée véritable qui présentait un véritable défi à Israël, c'était la Légion arabe de la Jordanie.
effectivement, eux, c'était un danger très sensible. Pourquoi? Parce qu'elle a été formée, équipée et créée par les Britanniques en 1921. Elle a été créée dès le début. C'est-à-dire, ce n'est pas un régiment qui a été formé à la va-vite et juste pour la guerre. Non, il était créé par les Britanniques, entraîné par les Britanniques, commandé par les Britanniques, dont certains, comme Globe Pacha, le commandant, se sont convertis à l'islam. Et là, effectivement, équipés par les Britanniques avec leurs blindés, avec leurs chars, avec leur discipline, effectivement, c'était un grand défi. Je parlais des autres armées, armées syriennes, libanaises, égyptiennes, qui étaient complètement désorganisées. Et même entre elles, c'était des armées qui ne savaient pas coordonner leurs mouvements, leurs attaques, etc., etc., etc. Et voilà. Mais merci pour la remarque au sujet de la Légion arabe. Merci, Toda. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros, des questions, des témoignages. Menachem, Chavod. Pourquoi 20 000 sur 165 000? Pourquoi seulement 20 000 sont intervenus? Bonne question. Très bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut savoir que c'était des États nouveaux, des armées nouvelles qui, en tant qu'armées, n'ont jamais combattu. Et avec une structure de commandement tout à fait nouvelle. Et c'est pour ça que je pense qu'ils n'étaient tout simplement pas en mesure de s'organiser à une envergure plus grande que ce qu'ils ont fait. Troisième chose, et je pense qu'il n'est pas moins importante, c'est qu'eux-mêmes, tous les commandants, ils étaient complètement convaincus qu'ils étaient incapables de faire la guerre. Prenez par exemple l'armée égyptienne, quand elle confronte le kibboutz de Nirim à la frontière de Gaza, il y a là-bas 40 combattants qui tiennent tête à 1000 soldats égyptiens. Et c'est là-bas qu'on comprend, attendez. C'est 40 combattants qui tiennent tête à des soldats qui sont là avec des chars, avec des avions, avec des canons. Et bon, pour finir, ils finissent par céder. Mais si tel est le combat à Nirim, tel est le combat à Yad Mordechai, à Negba, etc., à plus forte raison quand on va arriver à Ashdod, etc., etc. Donc, effectivement, ils n'étaient pas, c'était des soldats dont la motivation était le pillage, était le vol, le viol, le briolage, etc., mais ils n'avaient pas le professionnalisme et le savoir-faire nécessaire. Merci. Oui, avec les écouteurs, merci de me le dire. Je ne sais pas, il y avait visiblement des problèmes. Le micro ce soir, il y a eu un problème, je ne sais pas. Oui. On verra. Je vais essayer de voir ce qu'il y a de donner à réparer. Ken. Oui, Daniel. Non, Robert ou Daniel? Oui, je peux dire quelque chose? Je crois que je voulais vous parler d'un sujet qu'il a dit qu'il devait parler de la prochaine fois. C'était le véritable miracle qu'il y a eu, le premier des miracles. C'est le 29 novembre 1947, lorsque l'Amérique, les États-Unis et la Russie, en pleine guerre froide, ont voté la même chose. Alors que d'habitude, il suffisait que l'Amérique dise blanc, qu'ils en disent noir. Et Khrouchtchev, je crois que c'était Khrouchtchev qui est là, qui avait, à l'époque, avec son soulier tapé, il disait toujours non, non, non. C'est connu ça comme anecdote. Et a voté pour Israël. Je crois que c'est pas eu ce miracle, il n'y aurait rien eu. Robert, vous avez raison, mais ce n'était pas Khrouchtchev, c'était quelqu'un de bien pire, c'était Staline. Non, mais je ne sais pas comment il était. C'était Staline. Oui.
Non, mais Staline était au gouvernement, je Effectivement. parle aux Nations Unies. Oui, non, Mais, aux Nations Unies, c'était Gromyka. ouais, C'est lui mais, qui a voté, c'était l'ambassadeur, c'était Gromyka. oui. Mais effectivement, ça, bah, merci, vous m'économiserez d'en parler la prochaine fois. Non, non, Ça, au contraire, ce que vous parlez, c'est beaucoup mieux. Mais vous m'avez fait revivre des moments extraordinaires. Parce que, on était déjà au début de la guerre froide avec le fameux discours de Fulton de Churchill qu'il a porté en 1947 où il parlait du rideau de fer. oui, Eh bien, cette même année, en 1947, la seule fois où les États-Unis et l'Union soviétique et le bloc de l'Est ont voté ensemble, eh bien, c'était le vote sur le partage. Effectivement, la résolution 181 sur le partage ça, de Eretz Israël en 2 États. Effectivement. et puis il y a eu un article Sans exactement précédent. si mes souvenirs sont exacts, il y a eu un article de Joseph Kessel qui était le numéro 1, qui a eu le numéro 1 du visa israélien. Il est arrivé le 15 mai avec le numéro 1, Joseph Kessel. Ouais. Et j'avais lu un article à l'époque sur le journal. Bon, en 48, j'avais 18 ans. Donc, je connaissais un petit peu tout ça. Et il disait, quel miracle, je vois tous ces gens-là de toutes les nationalités, de toutes les régions, qui sont là unis par amour pour leur pays. Il était surpris. Il avait fait un article extraordinaire. Mais des pages, hein. Et je l'avais lu, là, j'ai pas entendu parler, je l'ai lu cet article. C'était une époque magnifique. Je voulais apporter ce témoignage. Oui. Pour revenir à ce que vous avez dit à l'ONU, eh bien, le Rav Soloveitchik a parlé comme la seule vocation de l'ONU, c'était de faire passer le vote du partage. Très intéressant, ce vote du partage ne porte absolument pas en conséquence au niveau du droit international. Ça n'a aucune signification. Ça n'a absolument aucune signification. La seule signification, et qui est très, très importante, et certainement à l'époque, eh bien, c'était la signification symbolique. Que le peuple juif s'était senti porté pas seulement par son bon droit, mais aussi par un corps international, véritablement l'organisation des Nations Unies qui lui donnait le droit d'établir son État. Eliezer, je te coupe. Bon, déjà, essaye décale-toi un peu sur ta droite pour qu'on t'entende mieux. Voilà. Je sais pas, où tu te décales un peu ta chaise. Voilà, j'espère qu'on t'entendra mieux. Ouais. Tu dis qu'il n'y avait aucune valeur juridique, mais c'est quand même l'ONU qui a mandaté les Britanniques, non, si je me rappelle bien. Bien sûr, mais le mandat, c'était en 1920. Oui, il n'y a pas vraiment l'ONU. Mais... En 1920, oui. En 1920, et ensuite, il y a eu un entérinement en 1922. Et avec la naissance de l'ONU, il y avait une clause. Il y avait une clause qui s'appelait la clause palestinienne ou la clause d'Eretz Israël, qui transférait à l'ONU les obligations prises par la Société des Nations. Comprenez? C'est-à-dire, ce qui a été décidé à San Remo par la SDN, eh bien, automatiquement, c'était adopté par l'Organisation des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Mais le vote du 29 novembre 1947 n'enlevait, ne rajoutait rien. D'autant plus qu'il a été rejeté par les Arabes. Il a été rejeté par les Arabes et c'était juste une résolution. Voilà, c'est pas quelque chose qui a été. Hein, c'était magnifique ce que vous avez raconté. Judith, elle veut intervenir. Oui, le livre de Kessel, c'est Terre d'amour et de feu, où il dit exactement ce qui a été dit précédemment. Merci de la précision. Voilà. Bon, ça me donne envie de le lire. On passe aux Olim d'Ukraine ou bien on reste un peu quand même dans notre sujet? Je ne sais pas, une seconde. Encore une question sur le sujet?
Bon, alors vas-y, fais-nous. Nicole, vous voulez dire quelque chose? Non. Non? Ok. Non, les Olim d'Ukraine, eh bien, les dernières, ils vont bien. Il y a une chose très intéressante qu'il faut dire à leur sujet. C'est que l'essentiel maintenant, ce n'est pas des Olim d'Ukraine, c'est des Olim de Russie. Et eux, ils n'ont aucune intention de revenir en Russie. Et chose encore plus intéressante, la proportion de Juifs parmi eux est beaucoup plus grande que dans les dernières décennies. Et ça, c'est une chose qui a été dite par Hamadan Arashi, l'expert scientifique en chef du ministère de l'absorption, Dr Zeev Khanin, une très bonne connaissance à moi. Il dit que cette aliyah, elle est beaucoup plus juive que les aliyot des dernières années, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'elle est plus âgée. Une autre raison, c'est que c'est des gens qui étaient beaucoup plus attachés aux communautés juives. Et voilà, maintenant, est-ce qu'ils restent en Israël? Ben oui, la grande majorité, oui. Il y a toujours des personnes, on peut entendre des personnes d'un certain âge qui ont beaucoup de problèmes à s'adapter, comme des parents d'amis à nous qui disent « Ah non, moi je vais rentrer à Kiev, etc. » Oui, bon, il y a toujours des cas comme ça. Mais l'essentiel, sur les environ 20 000 personnes qui sont venues, eh bien non, ils pensent rester en Israël. Et il y a encore des masses qui veulent venir de Russie. Et là, ils viennent pour des raisons nationales et idéologiques parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans la Russie telle qu'elle est. Même le grand rabbin de Moscou, le Rav Pinchas Goldschmidt, vous avez pu le lire, il est venu en Israël avec sa famille aussi, on le connaît très bien. Il a été réélu comme grand rabbin de Moscou, mais vu qu'il a été forcé d'approuver l'opération militaire entre guillemets de Poutine, eh bien, il a préféré tout simplement quitter le pays et que d'approuver, etc., ce que Vladimir Vladimirovitch était en train de faire. Zéo, restons-ils en Israël? Là, la veille de Shabbat Shavuot, on a organisé un événement ici à Gush Etzion. À Gush Etzion, pour 200 personnes, 4 ou 5 autobus qui sont venus de tout Israël pour ces Olim de Jérusalem, de Ashkelon, de Ma'ale Adumim, pour leur parler d'Eretz Israël. C'était des personnes ils étaient très touchés. C'était très intéressant. Il y avait des familles surtout, beaucoup de femmes avec des enfants. C'était Zaya Chazak. C'est encore un miracle. Ouais. Je te repose une question. Tu dis qu'aujourd'hui, c'est plutôt les Juifs Olim de Russie, parce que les Juifs d'Ukraine, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils sont déjà tous majoritairement partis ou ils ne peuvent plus partir? Pourquoi eux, tu dis que c'est moins? Les Juifs d'Ukraine, ils ont toutes les portes ouvertes. S'ils veulent, ils peuvent venir en Israël. S'ils veulent, ils peuvent venir en Autriche, en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre, en Pologne. Toutes les portes leur sont ouvertes. Ceux qui ont la citoyenneté russe, on ne les reçoit pas. Nulle part. Ils sont des citoyens d'une nation hostile, belligérante, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de pays qui les accueillent. Naturellement, Israël, eh bien, on les accueille, on accueille les Juifs, ceux qui ont droit d'après la loi du retour. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes, beaucoup de familles sont là à atterrir. Bien qu'il y ait problème, parce qu'il y a une liste d'attente monstre et il y a seulement 3 vols par semaine. C'est-à-dire il y a juste 300 personnes qui peuvent arriver par semaine. Vous comprenez? Alors qu'il y a des dizaines de milliers qui veulent partir.
זה לא פשוט. זה לא פשוט, il y a Big Putin is watching you, c'est-à-dire il y a, je ne sais pas qu'on peut maintenant envoyer là-bas des centaines d'avions et faire une opération à la Addis Abeba, à la opération Moshe, au Mifta Shlomo, Mifta Moshe, non, ça va pas, hein, mais il y a quand même beaucoup de Juifs qui arrivent de Russie. Regarde, le grand rabbin de Moscou, c'est aussi la morale juive à l'état pur. Besséder, ont été reçus dans le Gush Etzion, reçus, oui, ont été reçus. On a fait un événement à Osvegaon avec cueillir comment on appelle ça, des cerises, etc. Et puis raconter sur l'histoire du Yom Yerushalayim, l'histoire de Jérusalem, l'histoire de Gush Etzion, l'histoire juive, beaucoup de choses. C'est des gens qui ont beaucoup à apprendre et qui sont là pour apprendre. Ils ont soif d'apprendre. Beaucoup. Evelyne, oui. Ma question, c'est les olim d'Ukraine et de Russie ou seulement d'Ukraine? Qui est Et de Russie. Surtout de Russie. Ensemble. Surtout de Russie. Ok, merci. Surtout de Russie. C'est eux qui sont en danger. Le danger pour les Juifs d'Ukraine, eh bien, il est évident à tous. Hein, il y a la guerre. Mais le danger qui guette les Juifs de Russie, alors il est beaucoup plus intérieur. Il y a un rideau qui se referme, même si l'histoire jamais ne se répète telle qu'elle, mais quand même, il y a un pays qui revient à ses racines autoritaires, totalitaires, et puis on parle de la maladie de Poutine. Il faut savoir que si Poutine, avec toute sa vilainie, si Poutine décède, eh bien, la Russie a toutes les chances de revenir à ses racines antisémites traditionnelles auxquelles elle n'a fait défaut que dans des périodes exceptionnelles, genre Alexandre II, Poutine, avec toute la critique qu'on porte à lui, Ken, voilà. Regarde, Menachem Ken, je lis ce que vous dites, Ukraine. Les étrangers qui ont fui la guerre sommet de quitter la France. Les étudiants inscrits dans les universités ukrainiennes avant le conflit et qui ont trouvé refuge en France ont reçu l'obligation de quitter le territoire pour rejoindre leur pays d'origine. Manien, waouh, je ne savais pas. Merci beaucoup, Eliezer. Merci à tous pour la participation. Merci à vous, merci à vous.